Pourquoi Anefis, la centralité stratégique et le modus operandi des groupes terroristes? Anani Sossou, d'un point de vue strictement géographique et militaire, pourquoi la chute ou le contrôle de cette localité spécifique est si vital pour les groupes terroristes? Oui, il faut dire qu'Anefis est un point stratégique parce qu'on dit généralement qu'il prend Anefis, prend Kidal qui est situé à 100 km plus au nord et il prend aussi Gao. Donc c'est un verrou stratégique et lorsque ça saute, ça met en difficulté les forces loyalistes parce que il ne faut pas oublier que la zone même qui est le socle du FLA, le Front de Libération de l'Azawad, c'est Kidal. Or, Kidal, on sait que c'est à la frontière, presque à la frontière avec l'Algérie. Donc, il est difficile pour ces groupes terroristes, dès qu'ils prennent Kidal, d'avancer vers le sud. C'est pour ça que Anefis était devenu un point névralgique pour eux. Ils sautent Anefis, ils prennent Anefis et ils ont de l'autre côté Gao, qui est plus au sud, et au nord, ils ont Kidal. Donc, ils peuvent contrôler les deux axes, les deux grandes villes du nord, ils peuvent les contrôler à partir de Anefis. Et pour qu'un ravitaillement soit fait, il faudra forcément que Anefis soit une base forte pour pouvoir avoir le matériel militaire nécessaire afin de contrôler les deux axes dont je viens de parler. Donc, Anefis, point stratégique, point géographique stratégique pour contrôler à la fois Gao plus au sud et Kidal plus au nord. Le Kabaki, Anefis, c'est un peu la porte vers le nord du Mali. Oui, tout à fait. Moi, je crois d'ailleurs que dans ton introduction, tu as donné la réponse à cette question stratégique de Anefis. Mais je pense qu'il faut se replonger tout de suite dans le contexte même de ces attaques-là. Vous vous rappelez que ce type d'attaque coordonnée avait été déjà initié le 25 avril, où on a connu malheureusement la perte du général Sadio Kamara, ministre de la Défense à l'époque. Et donc, l'objectif à l'époque était fondamentalement Kidal. Mais il fallait cibler plusieurs postes de sorte à disperser les énergies de l'armée malienne et de faire en sorte à les distraire en vue justement d'atteindre le but qui est donc Kidal. Alors cette fois-ci, bien sûr, c'est Anefis et au même moment, ils ont coordonné avec d'autres villes, notamment Gao, Sévaré, etc. Tout ceci, c'est pour distraire tout simplement l'armée. Mais alors pourquoi il faut prendre Anefis? D'abord, c'est la ville la plus proche de Kidal. C'est la porte d'entrée de Kidal, c'est la porte d'entrée de toutes les villes du Nord, en tout cas, tout ce qui est lié à la zone du Nord, c'est Anefis. C'est une zone tampon qui permet donc d'abord aux rebelles, là, aux terroristes, de se ravitailler et de s'assurer que l'ennemi, donc les forces maliennes, ne pourront pas les surprendre, puisque là, c'est une zone, disons, tampon. Alors là, ça leur permet, comme il a dit, de faire l'incursion vers Gao, vers Sévaré, en tout cas l'ensemble des villes du Nord, puisque l'ambition c'est de recréer leur zone de la Zawad et donc de revenir à ce schéma des années 2012 qui avait donc obligé l'État malien à solliciter les forces étrangères pour justement contrer l'incursion ou l'avancée des terroristes. Dieu merci qu'aujourd'hui, cette épreuve, en tout cas cette initiative malsaine et funeste a été démontée tout simplement, et je pense qu'il faut saisir l'occasion ici pour saluer la bravoure justement des forces armées maliennes et donc saluer également la vision de leur président, le général Assimi Goïta, qui a compris vraiment qu'il faut mettre suffisamment d'énergie pour construire une armée solide et qui puisse donc faire face à ce type de guérilla et de guerres asymétriques qui sont extrêmement difficiles à contrer, à vrai dire. Je pense qu'ils ont fait un travail de sape, un travail remarquable qu'il faut vraiment saluer et célébrer d'ailleurs. Je voudrais quand même préciser par rapport à Anefis que la stratégie de l'Azawad, du FLA, c'est de faire de Kidal la capitale de l'Azawad. Ça, c'est clair pour tout le monde. Or, pour stopper l'avancée des forces loyalistes, des forces terrestres, des Famas vers le nord, il faudrait les stopper déjà à Anefis. Donc, une fois que Anefis devient une base militaire bien militarisée, il serait difficile pour les forces, les Famas, de vouloir progresser vers Kidal, qui est leur repère stratégique, et leur capitale, disons, entre griffes. Donc, Anefis, non, d'abord Gao, stopper l'avancée des Famas déjà à Gao, et puis militariser Anefis pour que Anefis devienne un point non franchissable vers le nord. Oui, mais ces nouvelles incursions, à la lumière des explications fournies par les forces armées maliennes, semblent être une stratégie, une asse tissée pour attirer les groupes terroristes et leurs moyens colossaux sur lesquels on va revenir. Et il me semble que c'est la stratégie de l'aigle et de l'ours qui a été appliquée. Oui, il faut saluer le commandant de cette zone, le colonel, je crois, Maïga, Haftar, si ma mémoire est bonne. C'est lui qui a commandé la zone d'Anefis. Et la stratégie utilisée était vraiment très bonne. On a fait croire aux terroristes
que Anefis était prenable. Donc, ils se sont repliés les Famas se sont repliés vers leur zone militaire là-bas, et puis ils ont cru, que non, c'était prenable. Donc, qu'est-ce que les Famas ont fait? Ils ont laissé entrer dans Anefis toute l'armée des rebelles, 5000 hommes. 5000 hommes. Ils les ont fait entrer avec quoi? Avec des mortiers, des blindés, des drones FPV. Ils les ont fait entrer avec tout le matériel militaire possible pour prendre Anefis. Comme je le disais tantôt, c'est de militariser tellement Anefis de telle sorte qu'il n'y ait plus d'avancée des Famas vers le nord. Et c'est là où il y a eu le génie de ce colonel dont je parlais, Maïga. C'est là où il y a eu son génie. Il a laissé entrer toute l'armée et les moyens militaires dans la ville. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a encerclés après. Et l'Africain comme les Russes les ont pris en tenaille d'un côté et de l'autre côté les Famas. Donc ils avaient tout le matériel déjà à Kidal. Mais l'intention des Famas, c'était de non seulement neutraliser ces gens-là, mais mettre un terme à leurs moyens militaires colossaux. Les moyens militaires dont ils disposent, tout l'armement plutôt dont ils disposent, c'est de pouvoir les neutraliser afin, par exemple, d'anéantir leur capacité de nuisance militaire sur le terrain. Et c'est là où il y a eu ce génie-là, on les a mis dedans, et puis le 8 juillet, les frappes ont commencé avec les vecteurs aériens qui les ont pris en chasse partout, où on a neutralisé, je crois, au moins une vingtaine de blindés. En même temps, on a éliminé toute une vingtaine de blindés. En même temps, il y avait eu 1000, comme je le disais, il y avait au moins 1000 blindés qui sont entrés dans la ville. On a non, pas 1000 blindés. Il y a 1000 véhicules avec des blindés, voilà. 1000 véhicules avec des blindés qui sont arrivés dans la ville. On a pu quand même neutraliser une grande partie de ces moyens militaires-là. Et c'était là vraiment tout un génie. Et le 8 juillet, le FLA et son supplétif, le GNIM, ont annoncé quand même leur défaite et ils ont disparu, ils ont fui, comme on dit, la queue entre les gens. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous êtes focalisé sur une cause, disons, nationale, vous téléchargez toutes vos facultés, votre intelligence, tous vos moyens dans ce combat-là. Et je pense que c'est ça qui donne les résultats qu'on a aujourd'hui. Vous vous rappelez que le 25 avril, à l'attaque justement coordonnée du 25 avril, les forces armées maliennes avaient fait un repli stratégique sur Anefis. Et le chef d'état-major général d'alors avait dit que de façon stratégique, ils ont replié sur Anefis, tout simplement. En fait, c'était un bouclier qu'ils avaient fait pour dire, écoutez, vous voulez prendre la ville de Kidal, d'accord, mais en réalité, vous n'avez accès à nulle part tant que nous formons ce blocus à la hauteur d'Anefis. Et donc, les seules sources par lesquelles ils pouvaient s'approvisionner, c'est forcément en arrière-plan vers l'Algérie, tout simplement. Et donc, ils commencent à sentir une forme d'asphyxie. Et la menace est permanente parce que dès lors qu'ils sont contrés donc, dans la ville de Kidal, parce que quand on parle de Kidal, en réalité, c'est la région qui fait plus de 151 400 et quelques kilomètres. Mais pour cette fois-ci, les forces armées terroristes ne sont que dans la ville de Kidal. Encore que ce ne sont qu'à des portions de la ville de Kidal. Maintenant, ils ont donné le sentiment que, écoutez, depuis qu'ils sont là-bas, il n'y a jamais eu de forces terrestres, à vrai dire, qui ont fait une incursion vers eux. Et ils se sont dit qu'il y a cette possibilité de conquérir ce point stratégique et névralgique essentiel d'abord pour leur survie, pour leur approvisionnement et pour justement leur vision qui est donc de conquérir toute la zone du nord. Et donc, ils ont jeté tout leur dévolu, tous les équipements. À Kidal, ils ont les moyens de cacher ça, de disperser ça. C'est un peu difficile justement de les contrer. Et donc, à partir du moment où ils se sont dit qu'il fallait absolument prendre Anefis, ils se sont mobilisés pour prendre de court donc les forces armées maliennes, surtout qu'ils ont initié d'autres attaques sur d'autres zones. Alors là, ils se sont dit le coup de Kidal allait aussi prospérer pour Anefis. Et au même moment, moi je dis en arrière-plan, parce que je ne sais pas, on va en venir avec le dégel des relations. J'ai l'impression que les terroristes ont reçu quand même un signal à partir d'Alger pour dire, écoutez, on vous a assez aidé. Franchement, si vous ne réussissez pas le pari d'aller au-delà de ce qu'on a eu à vous faire dans les jours ou mois à venir, on ne sera plus en mesure de vous couvrir. Donc, franchement, c'était un combat inédit et je pense que la durée même de ce combat et son intensité montre à quel point les terroristes étaient déterminés. Malheureusement, c'était sans compter avec la capacité de feu, justement, des femmes.